Donc aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect. Ce n'est pas une question de niveau, parce que c'est l'un ou l'autre. Pour certains, cette question du libre arbitre est assez facile à envisager. Et ça donne quelque chose qui est assez intéressant, c'est que je pense que certains de vous allez reconnaître ça, c'est cette impression en cette absence de libre arbitre, de ne plus être un centre de contrôle, bien sûr, mais d'être encore et toujours un centre de perception. Donc de dire, je suis cette personne qui connaît cette expérience particulière, qui regarde cet écran en ce moment, qui entend ces mots. Donc ce centre de perception est en réalité une forme de... Donc le mot technique par rapport à ça, une forme de témoin qui serait le témoin de cette vie, de cette manifestation, de cette lila, donc qui comporte des sons, du visuel, enfin, les cinq sens, la pensée qui arrive et qui repart. Hein. Elle n'est plus. Si le centre de contrôle a disparu, la pensée ne semble plus apparaître d'un penseur. Ce penseur-là a disparu, mais par contre, elle apparaît quand même. Elle ne disparaît pas pour autant. Donc la pensée apparaît à personne, à cette personne, mais à personne réellement, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui est le penseur à qui cette pensée apparaîtrait. Ce penseur-là a disparu, mais il y a ce centre de perception qui est ce témoin. Donc pour certains, c'est très localisé, c'est quelque part par là ou derrière les yeux, dans la tête, 5 cm derrière les yeux. Pour d'autres, c'est plus diffus, comme une forme d'œuf autour ou même carrément non localisé, mais il y a quand même cette dualité évidente qui serait la dualité entre cela qui perçoit et cela qui est perçu, c'est-à-dire entre cette conscience, cette capacité d'écoute, cette capacité de penser, cette capacité d'émotion, etc., et tous ces éléments qui apparaissent et qui disparaissent en permanence, donc ce soi-disant monde, ce soi-disant corps, ce soi-disant pensée, etc. Donc il y aurait comme deux rives, une rive intérieure qui est la rive du témoin, qui est témoin de cette lila, de ce jeu, J-E-U, divin. Et puis, il y aurait une autre rive qui serait la rive de la manifestation, hein, de ces petits gugus, ces petites nanas, comme j'en parle souvent, en fait, de tous ces personnages qui apparaissent. Donc, ce n'est plus des personnes réellement en tant que le centre de contrôle. Si dans votre vie, ce centre de contrôle a disparu, il devient assez vite évident que le centre de contrôle n'est pas non plus en toutes ces personnes qui sont là, mais c'est comme s'il y avait une forme quand même de distance entre cela qui sait et cela qui est su. Donc, on va regarder ça plus en détail, là maintenant, de voir comment ça fonctionne. Donc, la proposition là maintenant, c'est de démonter, donc on parlait de la clé de 10 et du tournevis, de démonter cette impression d'être le témoin de cette vie en tant que centre séparé, localisé de perception. Et ce centre-là, il est généré par une impression d'un monde quelque part extérieur qui a été en fait qui est apparu, qui est construit d'une manière combinée entre tous les sens. Donc, il y a le sens visuel, le sens auditif, le sens du toucher et tous les pensées qui vont avec, qui relient tout ça, qui racontent une histoire, qui font du sens. Donc, la proposition, c'est de voir qu'en réalité, ce monde n'est pas virtuel dans le sens de la virtualité dont on a l'habitude, mais très proche de cette proposition. J'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire à Bangalore, dans une ville pas loin d'ici, pendant quelques temps, où ils développaient les tout dernières techniques de monde virtuel. Donc on va directement dans l'actualité en ce moment, donc de Facebook, etc. Et donc, c'est un laboratoire très à la pointe. Et donc, ils m'ont mis, bien sûr, le masque visuel, les écouteurs, mais ça allait beaucoup plus loin avec le toucher, des gants, un endroit pour se promener. Enfin, il y avait énormément de sens qui étaient impliqués là-dedans. Et donc, c'était une forme de bureau d'études pour vérifier. Et donc, comme je suis dans mon domaine, je suis dans le son, ils voulaient aussi vérifier la véracité de cette. Est-ce que c'était suffisamment vraisemblable pour recréer une forme de monde virtuel? Et ils étaient vraiment extrêmement pointus par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que je mets tout l'appareillage
je me retrouve dans une pièce tout seul et je suis en fait sur une terre dévastée. Bon, en ce moment, c'est pas vraiment le sujet, mais avec les extraterrestres qui arrivent en soucoupe volante et c'est complètement visuellement, auditivement, à tous les niveaux, c'est complètement crédible. Et ce monde-là semble réellement apparaître et semble avoir une profondeur, semble avoir une dimension. Et la tête qui tourne suit exactement donc l'image change en fonction de ça et le son change en fonction de ça aussi. Et toutes les informations sont parfaitement synchronisées. Donc, ce qui semble décrire un monde réel, un monde qui est bien sûr imaginaire, mais on pourrait vraiment, vraiment, dans cette très haute définition, cette très haute représentation, imaginer que c'est finalement très peu de différence avec ce monde ici, quoi, en fait. Et c'est intéressant parce que comme c'était du bêta testing, donc c'était pas au point encore, il y a eu pas mal de problèmes techniques, etc. à résoudre. Et donc, j'avais par exemple, à un certain moment donné, un décalage entre le son et l'image ou entre différents éléments qui étaient entre le mouvement et l'image, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de capacité de processing, donc de calcul. Et immédiatement, euh, euh, ce monde qui paraissait tellement vrai, tellement réel, tellement concret, retournait dans le monde de l'imaginaire, d'une proposition virtuelle, parce que immédiatement l'image, le son étant désynchronisé ou d'autres éléments étant désynchronisés, il était évident que c'était un assemblage holistique d'éléments qui prétendaient jouer au monde. Et ma proposition ici, c'est que c'est la même chose dans notre vie de tous les jours, en fait. Qu'en réalité, ce qu'on est réellement, ce qui se passe là en ce moment, qui semble décrire un monde extérieur, un monde avec une profondeur, avec un temps qui se déploie, avec des informations qui sont indépendantes, qui seraient une forme de réalité autonome, n'est juste qu'un assemblage d'informations. Et ces informations-là apparaissent toujours ici. Donc cet ici n'étant pas un endroit particulier, c'est pas un ici, c'est ici hors de l'espace et maintenant hors du temps. Et en cette découverte, donc on va y aller doucement avec ça, on va prendre le temps d'explorer ça. En cette découverte, cet ici et maintenant, bien entendu, sont la définition de cette intimité, de cette existence qui est là, qui n'est pas l'existence d'un grand soi dans le ciel là-bas, ou l'existence je ne sais pas moi, d'un Dieu extérieur, mais l'existence de moi-même, mais non pas moi en tant que personne séparée, mais moi en tant que la racine, l'essence, la source de cette vie. Et en moi, cette existence, donc qui n'est pas une existence particulière, mais qui est l'existence avec un grand E, qui est approché par l'évidence je suis. Pour chacun de vous, ce je suis, si on enlève tous les éléments, je suis un homme, je suis une femme, je suis grand, petit, etc., intelligent, pas intelligent, si on enlève toutes les possibilités de réduction de ce je suis à la racine est une évidence qui n'est pas quantitative, qui ne change jamais, parce qu'elle n'est pas quantitative, qui est là tout le temps, qui est éventuellement oubliée, en tout cas cachée par une forme je dirais, de rêve qui masque tout ça. Mais ce je suis-là, il est toujours présent. Et ce je suis-là, c'est pas différent de ce ici, c'est pas différent de ce maintenant. Donc, si on arrive dans les minutes qui suivent à essayer de démonter le mécanisme de ce monde extérieur, apparemment extérieur, il va nous rester que cette évidence ici, maintenant, peut-être d'une forme de conte. Hein, j'utilise beaucoup la phrase de Stephen Jourdain qui dit, la façon peut-être la plus courte de parler de ce dont on parle dans la non-dualité, c'est de dire « je suis » et en mon sein, S-E-I-N, hein, donc sein en mon sein, une histoire est contée. Donc voilà, j'essaye d'arriver à ça, qui va en fait donner la priorité à cette évidence d'être, à cette source qui est tout le temps évidente par elle-même, mais qui en réalité a été occultée, a été cachée, a été
ignoré pendant toute une vie, des fois, au profit de ce conte. Hein. Je suis et en mon sein une histoire est contée, de ce conte qui est réel. Paradoxalement, c'est un conte réel, mais c'est de l'ordre du conte quand même. C'est de l'ordre d'information, euh, donc de pensée, d'émotion, mais aussi de perception, donc du visuel, du sonore, enfin donc les 5 sens, etc. Et ça, c'est la découverte à faire, que ce monde extérieur qui semble être si grand, si menaçant, il est en fait une expression de cela que je suis déjà maintenant. Il n'est pas, à aucun moment donné, une extériorité. Et on pourrait même dire, en l'absence d'extériorité, il n'y a même pas réellement d'intériorité non plus, quoi, en fait. Ça fait plus vraiment de sens de parler comme ça. Par exemple, peut-être que certains de vous ne pourront pas le faire là, mais je vais vous donner un exercice. Ce n'est pas un exercice, c'est une exploration pratique que je fais souvent en atelier. Si vous avez la capacité de loucher, donc de croiser les yeux, de loucher comme ça, donc je louche en ce moment, il va se produire deux images. Donc pour ceux qui sont de votre ordinateur, il y aura 2 ordinateurs légèrement séparés l'un de l'autre. Et ces 2 images sont de toute évidence des images. On dit, tiens, il y a une image d'un ordinateur d'un côté, une image d'un ordinateur de l'autre, d'un téléphone, ça dépend ce que vous avez, qui sont 2 informations séparées, autonomes. Et en cette possibilité de tout doucement arrêter de loucher, donc les 2 images se rapprochent, 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 et tout d'un coup, il se passe un truc incroyable, c'est qu'il n'y a pas cette évidence qu'il y a une image au lieu de 2, il y a cette évidence qu'il y a un monde qui apparaît, au lieu de dire, ben, en fait, 2 images deviennent une image, tout simplement. Est-ce que vous sentez ça, que ce monde apparaît, alors que juste la seconde d'avant, vous étiez OK pour dire que vous voyez 2 images? Refaites-le, n'hésitez pas. C'est une technique inconnue de la plupart des cercles spirituels, mais je vous la conseille, qui est de dire, on est OK, on voit bien que ces 2 images, que ce n'est pas 2 mondes, on ne pourra jamais fondamentalement dire il y a 2 mondes apparaissent. Non, il y a 2 images, 2 images, 2 images, 2 images, 2 images, 2 images. Et au moment où il n'y a qu'une image, on ne peut pas dire il n'y a aucune image. On peut juste dire, par habitude, hein, justement par Maya, qui est donc Maya l'enchanteresse, qui est à l'œuvre, et on dit tout de suite, ah, le monde apparaît. C'est de ça dont je vous parle, en réalité, ce tour de magie qui est à l'œuvre, donc qui est visible déjà là, quoi, en fait, dans cette petite démonstration. Donc, au niveau visuel, on pourrait en parler. Donc, en réalité, cette troisième dimension de profondeur est un truc entre 2 images qui donne un genre de flou à certains plans, et suivant bien sûr la cohérence de certaines parties de l'image, le flou se propage à l'arrière, à l'avant, et tout de suite, ça donne l'impression d'une profondeur de champ, de dire, en réalité, nous avons une 3e dimension là, qui est je vois bien qu'il y a un arbre là, à travers ma fenêtre, tout au fond du jardin. Mais cet arbre-là, il est l'interprétation de 2 images pas tout à fait cohérentes, exactement comme ça se passe dans le monde virtuel. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi, en fait. Donc, on parle bien, pour le moment, d'images et pas réellement de monde, mais il semble que ce n'est pas suffisant, parce que ce qui se passe, le tour de magie est par rapport à ce monde existant par lui-même, indépendant, et une forme de coopération, une forme euh, de lecture holistique de toutes les informations sensorielles. Donc, c'est une cohérence, une synchronicité entre le son, l'image. Donc, je vous ai dit, si on décale le son, immédiatement, ça fait cette réalité disparaît quelque part. Donc là, c'est très précis, c'est très affiné quelque part. Au niveau du son, c'est un peu mon métier. Donc, très facilement, je pourrais, si j'étais à côté de vous, je vous mets un casque et
vous donnez l'impression que vous m'entendez devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, à distance, à 2 kilomètres, à 2 centimètres. C'est extrêmement facile de représenter ça. Pourtant, la perception est toujours au même endroit, elle est toujours ici. L'histoire qui se raconte, donc le conte en mon sein, une histoire est contée. Le conte raconte une histoire de distance qui dit le son est à 200 mètres ou le son est à 2 centimètres, le son est devant moi, le son est derrière moi. Mais en réalité, ce son-là apparaît toujours ici. Donc, il semble que ce ici est dans le cerveau parce qu'on nous a raconté toute une vie que c'est dans le cerveau. En réalité, on peut découvrir que cet ici n'est pas localisé dans cet espace, dans cette conversation. C'est un endroit qui n'est même pas un point, une capacité d'accueil qui est sans dimension. Et cet ici, de façon, je dirais, plus concrète dans nos vies, semble être l'intimité à partir de quoi on perçoit, mais qu'on toujours, en permanence, on remet, on dit le ici, c'est là-dedans, c'est quelque part dans le cerveau, à 2 centimètres des yeux, etc. Ce n'est pas réellement quelque chose qui peut être vérifié. Donc, tous les scientifiques, les neurologues n'ont aucune idée de où ça apparaît, pour la bonne raison que ça apparaît nulle part dans ce temps et dans cet espace. Ce temps et cet espace apparaissent en cet ici et apparaissent en ce maintenant. Donc, c'est vraiment le retournement total je dirais, du principe de lecture habituelle de la vie. Donc ça, c'était pour le son. Le toucher, si à un moment donné, on enlève la partie visuelle, par exemple, donc, par exemple, en fermant les yeux et en n'utilisant pas la mémoire, parce que la mémoire est très, très forte pour nous faire croire, nous faire avaler des couleuvres. Ce toucher-là, par exemple, je ferme les yeux, je touche quelque chose, un toucher apparaît en cette capacité d'accueil que je suis, en cette capacité de conscience. À quelle distance est ce toucher? À quelle distance est ce toucher? Est-ce qu'il est si c'est un doigt, est-ce qu'il est à combien de centimètres de ce moi supposé qui serait le témoin, celui qui sait, celui qui perçoit, ce centre de perception? Alors, le centre de perception serait à distance du toucher. Si on n'utilise pas le visuel, si on n'utilise pas la mémoire, ce toucher apparaît à 0 distance. Il apparaît exactement au même endroit. Il n'est pas à une distance supposée qui est la distance que donnerait l'information visuelle. Si on ouvrait les yeux, tac, la main est devant, touche l'ordinateur et on dit le toucher se trouve à 1 mètre ou à 60 centimètres du centre de perception qui semble être ici. Tout ça, c'est des histoires qui sont racontées. C'est des histoires qui font un boulot incroyable de créer un monde à distance de ce centre de perception qui déploie une forme de réalité extérieure, un extérieur, et qui en réalité ne fait que déployer l'histoire de ce monde extérieur ici et maintenant. Donc c'est vraiment ça la différence. Je ne suis pas là pour remettre en question cette histoire magnifique qu'on appelle l'histoire du monde, l'histoire des humains, l'histoire des chats et des chiens et des poissons rouges, mais de dire cette histoire n'apparaît jamais à distance, n'apparaît jamais à quoi niveau que ce soit, au niveau sonore, visuel, tout du toucher, on pourrait utiliser tous les sens. Ces pensées n'apparaissent jamais à distance, les pensées n'apparaissent jamais dans la tête. Les pensées n'apparaissent jamais dans la tête. Qui vous a dit ça? Comment c'est possible? C'est tout simplement par ce raccourci qui dit le cerveau a des petites ondes électriques quand il y a des pensées, donc ça doit être là que ça se passe. Donc ça veut dire que, on pourrait même dire, pour se moquer un peu, l'orchestre qu'on entend est en fait localisé dans la radio ou dans l'ordinateur ou dans le haut-parleur c'est complètement crétin, ça ne fait aucun sens. Donc les pensées n'apparaissent pas dans la tête. Donc, les émotions n'apparaissent pas spécifiquement dans le corps. Il peut y avoir des éléments donc, qui sont, par exemple, des tensions ou des informations de contraction musculaire, etc., qui sont l'extension des émotions, qui sont aussi du toucher, une forme particulière de toucher.
qui apparaît ici, maintenant, et l'émotion elle-même apparaît ici, maintenant, et la pensée aussi, et le chat qui est là-bas, à distance, apparaît aussi ici et maintenant. Il n'y a pas réellement de possibilité de trouver ce monde qui serait indépendant, qui serait un monde perçu là-bas. Donc, je vais encore en rajouter une couche, ou en enlever une couche surtout, quoi, en fait. Ce n'est pas pour rajouter, c'est pour démonter. Donc, une petite exploration que je propose à tous, que j'utilise très souvent, en fait, dans mes Skype. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà passés par là, mais ce n'est pas grave, c'est toujours intéressant de le refaire, qui va donner une autre information, qui est aussi une croyance, hein, qui est un a priori. Parce que quand on démonte donc ce libre arbitre, OK, il y a pas de centre de contrôle, mais un centre de perception, et on démontre le centre de perception, et on dit c'est ici, mais ce ici, il a quand même tendance à être quelque part localisé dans le corps, quelque part dans le corps. On pourrait dire, OK, il n'y a pas de monde extérieur, mais c'est un ici qui est perçu à travers ce qu'on peut appeler cet appareil de perception, ce corps, donc ses yeux, ses oreilles, cette langue, etc., qui seraient en fait les éléments qui donneraient l'information, qui raconteraient ce monde. Donc on a quand même cette impression d'un corps qui perçoit, hein, de Dieu qui voit, d'oreilles qui entendent, etc. Euh, et ça, c'est encore une autre forme de rêve, en fait. C'est encore Maya, notre enchanteresse, qui, a, qui raconte son histoire. Donc, comment on peut sortir de cette illusion, de ce tour de magie? Je n'aime pas utiliser le mot illusion parce qu'on s'est vite connoté, hein, dans la non-dualité, que tout est illusion, blabla. Et en fait, ce n'est pas ça du tout que j'utiliserais. Mais en tout cas, qu'il y ait une forme de tour de magie qui soit à l'œuvre, qui dise mes yeux en ce moment regardent et voient un certain nombre de gugus et de nanas qui apparaissent en ce moment sous forme de vignettes, mais qui pourraient apparaître en réalité. Et c'est évidemment le travail des yeux, du nerf optique, de tout le système qui va donner l'information, blablabla. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, les docteurs nous disent que c'est vrai, que nous disent que si on coupe le nerf optique, il n'y a plus d'informations, etc. Bien sûr. Mais est-ce que c'est réellement comme ça que ça se passe? Donc, ma proposition, c'est de vérifier ça d'abord dans ce qu'on appelle le rêve de nuit. Donc, je vais vous proposer une petite exploration. Vous pouvez même fermer les yeux à ce moment-là parce que ça va vous mettre plus dans la possibilité de vous représenter ce que j'essaye de vous montrer. Et vous imaginez là, c'est un travail d'imagination, essayez pas d'anticiper ce que je vais essayer de démontrer ou ce que je vais essayer d'atteindre, essayez de rester avec l'information que je vous donne et de ne pas aller au-delà de ça, quoi, en fait. Donc, on va tous ensemble imaginer, un travail d'imagination, qu'on est en réalité dans notre lit et que le sommeil nous gagne et qu'on s'endort profondément. Et dans ce sommeil, tout d'un coup, un rêve apparaît, un rêve de nuit, un rêve nocturne. Ce rêve-là raconte l'histoire de la personne, de nous-mêmes. Donc, dans ce cas-là, je peux dire Didier, donc ou Alain, ou qui que ce soit, vous mettez votre prénom sur cette personne. Donc, cette personne du rêve, qui serait moi-même, version, donc c'est le nouveau centre de contrôle, de perception qui apparaît au sein du rêve. Et dans ce rêve, il est sur une plage avec les informations qui vont avec, le sable, le toucher du sable, le vent, les mouettes, etc. Par contre, il n'y a pas encore vraiment le visuel. Le visuel est très dilué parce que c'est avant le lever du soleil. C'est un moment où il y a plein d'informations, mais il n'y a pas encore le visuel. Et donc, vous êtes, votre personnage rêvé, donc, est je dirais, à l'affût de ce lever de soleil qui paraît si beau, et donc a les yeux grands écarquillés dans le rêve, et va attendre que ce soleil se lève. Et les informations arrivent, et tout d'un coup, les premiers rayons du soleil apparaissent. Donc, les yeux sont encore plus grands pour capter cette beauté, cette lumière qui apparaît.
Ensuite, le soleil continue à monter et là, ça commence à être très, très lumineux. Donc, les yeux vont commencer à cligner un petit peu. Donc, les yeux de ce personnage de rêve vont commencer à cligner un petit peu. Et dans le rêve, il y aura une totale évidence que le soleil se lève vraiment, et que la lumière est de plus en plus forte et qu'il faut fermer les yeux parce que ça devient éblouissant. Donc, les yeux se ferment. À un moment donné, il y a un essai de les rouvrir petit à petit au fur et à mesure que le jour se lève. Et petit à petit, il se rouvre et le soleil réapparaît, la plage, les mouettes, etc. Le jour est levé, ils sont habitués au jour et la plage et tous ces éléments apparaissent clairement. Voilà. Et donc, fin du rêve, le rêve s'arrête. Le chat est rentré dans la pièce pour demander des croquettes. Donc, le dormeur rêveur se réveille et donc, il a encore la mémoire, donc vous avez encore la mémoire, donc vous pouvez rouvrir les yeux à ce moment-là, vous avez encore la mémoire de ce rêve-là, de ces rêves très, très précis, très vivides, très détaillés. Et, euh, et la question de notre point de vue de veille, de notre point de vue diurne, entre nous, là, concrètement, c'est est-ce que vous croyez réellement que ce rêveur de nuit a été ébloui, a eu des problèmes de vision parce qu'il avait des yeux qui voyaient? Est-ce que les yeux de ce rêveur ont réellement existé? Est-ce qu'ils avaient des nerfs optiques? Est-ce qu'ils avaient des cerveaux? Est-ce qu'il y avait un système qui permettait de voir dans le rêve, qui fait que l'éblouissement apparaissait et qu'il y avait une possibilité de s'habituer à la lumière? Est-ce que ce rêve de nuit, cette personnage de nuit, n'était pas tout simplement une information qui apparaissait, un pseudo-sujet en face d'un pseudo-objet qui était le soleil, à distance apparente, à distance apparente du pseudo-soleil, et que tout ça était cohérent. Bien sûr qu'il y avait une cohérence incroyable qui racontait l'histoire, Dieu qui regardait un soleil là-bas qui était éblouissant et qui était incommodé par ce soleil. Mais on voit bien que au sein du rêve de nuit, au sein de cette apparition, il y a aucun mécanisme réellement de la vue qui était à l'œuvre. Il n'y a pas de nerf optique, il n'y a rien du tout. Donc, il y avait tout simplement cette expérience d'une forme de cohérence, de deux choses qui apparaissaient simultanément, de façon synchronisée, de façon cohérente, qui était le pseudo-sujet en face du pseudo-objet, fait de la même matière, l'un et l'autre. Il n'y a pas réellement de sujet, il n'y a pas réellement d'objet. Tout apparaît en cette connaissance, en cette présence, en cette existence qui permet à cette histoire de se dérouler. Hein. Et c'est en fait l'évidence que dans le rêve de nuit, il n'y a pas Dieu qui voit un soleil, il y a le soleil et les yeux qui apparaissent, tous les deux des objets au même moment, et que la réelle vision, elle n'est pas à ce niveau-là, elle est antérieure, elle est transcendante à cette vision, à cette histoire de nuit. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que c'est évident dans le rêve? Et donc, dans ce ressenti-là tout de suite, transposer ça à cette expérience diurne, donc notre conversation en ce moment. Est-ce que vous avez les yeux ouverts là? Oui, vous avez les yeux ouverts. Est-ce que vous voyez Didier? Oui. OK, jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Est-ce que vos yeux voient Didier? Non, vos yeux ne voient pas Didier. Qu'est-ce qui voit Didier si ce n'est pas les yeux? Le seul sujet qui peut expérimenter quoi que ce soit est cette source ici, maintenant, qui n'est pas manifestée, qui est ce je suis, cette capacité de quoi que ce soit d'apparaître, et qui, de manière absolument magique, crée un pseudo-sujet, et que cette relation entre le pseudo-sujet et les pseudo-objets n'est pas à travers un corps, n'est pas à travers des yeux, n'est pas à travers des oreilles, elle est directe, tout apparaît en même temps. Les yeux et le monde qui est vu, les yeux et les autres qui sont vus, et qu'il n'y a pas réellement de vision à travers ou d'audition à travers les oreilles, ou de toucher à travers les mains, ou de quoi que ce soit à travers quoi que ce soit finalement. Tout est direct. Cette vie se sait, se vit directement.
Est-ce que ce serait quelque chose qui changerait la façon dont ce monde apparaît? Non, ça ne change rien du tout. Le monde apparaît exactement de la même façon. Qu'est-ce qui change réellement? Alors, de toute évidence, ce qui change, la première chose, c'est que cette impression d'exister de façon localisée, enfermée dans une boîte crânienne derrière des yeux, disparaît instantanément. Cela qui sait, moi-même, pas un autre, mais pas ce moi Didier, euh, cette, euh, cette pointe d'existence, ce que pointe je suis, c'est même antérieur à ça, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, raconte une histoire tout le temps qui est l'histoire de cette vie qui inclut des Didier, des Alain, des amis autour, tous, absolument tous, sont des angles de vue uniques, sont des expériences uniques, mais ce ne sont que des objets. Le seul et unique sujet euh, est absolument invisible. On retourne au Petit Prince, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cet essentiel-là, c'est la réalité de toute existence, hein, la réalité de cela que l'on est.